Oui, vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Farana sur Bambou FM. À Gekedou, vous nous écoutez sur Makona FM. L'affaire des pèlerins donc retournés remet l'organisation du Hajj dans le débat public. Chaque année, des Guinéens et Guinéennes donc franchissent d'innombrables obstacles pour s'acquitter de leurs obligations religieuses, entre tracas administratifs et de nombreux pièges sous par lesquels évidemment ils sont contraints donc à passer. Les fidèles musulmans finissent par s'y perdre. Une somme d'expériences donc malencontreuse qui en appelle à l'État à travers le département des affaires religieuses. On essaie de comprendre ce matin. Pédagogie donc du Hajj ce matin avec Jean-Édouard Sagnon. Il faut le rappeler, il est le chef de cabinet du secrétaire général des affaires religieuses. Il sera avec nous ce matin dans notre émission. On parlera culture également, mesdames et messieurs, avec une grande gueule, c'est bien sûr Koundouaka qui nous rejoindra évidemment sur les coups de 11h dans cette émission Les GG. Avec lui, nous allons élaborer le programme, l'actualité culturelle, on va dire comme ça. Mon cher Diba, on part au Maroc. Évidemment, hier, on a vu ces images, tard la nuit, la mort donc d'un compatriote du côté de Maroc, évidemment, énerve les citoyens guinéens de ce côté, on a envie de dire. Oui, Lamine, vous savez ce qui s'est passé au Maroc, le temps d'avoir un peu l'autre son de cloche du côté du ministère, c'est que c'est tout simplement de la vilainie humaine. C'est ce qui s'est passé, c'est incroyable, c'est impensable qu'au XXIe siècle, qu'on puisse abandonner comme ça un compatriote. Alors il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Mamadouba Bangoura, qui est du 3e âge, qui est allé au Maroc depuis des années et qui était manœuvre. Chaque jour il sortait, il partait dans les chantiers, il travaillait, on lui donnait quelques francs. Et après il rentrait chez lui. Et tenez-vous bien, vous savez au Maroc le logement il est très cher. Lorsque les étudiants se retrouvent au Maroc, ils vivent un peu en colocation. Ils transforment parfois même les cuisines en chambre pour pouvoir payer ensemble, parce qu'une seule personne, 1000, 2000 ne peut pas faire face à la dépense. Donc c'est ainsi, ce monsieur, ils l'ont adopté. C'est pas propre au Maroc. Justement, même en France, c'est la même chose. Voilà, c'est pas facile le logement. Et donc ce monsieur, Lamine, on l'a installé dans une cuisine. Donc il dormait dans une cuisine de certains étudiants qui l'ont quand même secouru, comme c'est un Guinéen. Ils ont dit, on vous donne la cuisine, vous allez dormir là. Sauf que pendant le Ramadan, sa situation s'est un peu dégradée. C'est dégradé véritablement. Et donc, on le voyait parfois dans la rue. Et il dormait parfois dans la rue. Donc, des Guinéens l'ont rencontré un jour. Ils parlaient sous-sous. Ils ont dit, ah, donc c'est un Guinéen. Ils ont appelé un certain Damani Keita, qui est un jeune Guinéen qui vit au Maroc, qui est très sociable. Partout, il y a des cérémonies, partout, il y a des cas sociaux, il s'implique, il mobilise les fonds et pour trouver une solution, soit on ramène la personne en Guinée, on trouve une solution dans les hôpitaux sur place. Donc ce Damani, il est venu à la rencontre du vieux, ils ont échangé avec lui, il a dit oui effectivement qu'il est malade. Donc ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Quand il est arrivé, ils ont vu sa situation, ils ont dit il faut d'abord faire une radioscopie et ensuite l'IRM et le scanner. Donc l'argent qui a été demandé pour l'IRM et la radioscopie, c'était cher. Donc ils sont allés voir le service social. Donc ils ont échangé, ils ont dit aidez-nous pour une prise en charge. Non, on ne peut pas faire face à ces montants-là. Donc on les a aidés, il y a eu une prise en charge au niveau du conseil social. Et donc après, peut-être l'ambassade? Non, pas l'ambassade. Ça c'est encore les citoyens, des ressortissants qui sont organisés pour aider le malade. L'ambassade n'était pas encore intervenue. Donc ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital avec l'appui de l'agent de la structure sociale. Ils ont trouvé une prise en charge. Ils ont fait l'IRM et la radio. Après, ils ont constaté qu'il avait un cancer de la gorge. Pour être plus précis, ils ont dit est-ce qu'il faut faire une intervention? Pour faire une intervention, il faut faire l'IRM d'abord. Pour s'assurer, est-ce que ce qu'on a vu, est-ce que ça ne s'est pas métastasé? Est-ce qu'on peut faire une intervention chirurgicale? Donc il fallait avoir une précision. Et tenez-vous bien, le scanner devait coûter 8 000. 8 000, c'est l'équivalent de 8 millions en Guinée. Donc eux, ils ont dit mais 8 000, on ne peut pas payer, on ne peut pas payer ça. Les services sociaux aussi ont dit bon, nous on a pris en charge la radio, l'IRM, mais là pour le scanner, on ne peut pas. Ils sont allés voir le consul, Rosa Fawaz. Ils sont allés voir M. Roda. Ils ont présenté la situation, ils sont même allés avec le malade. Il a dit mais 8 000 c'est trop. Moi j'ai fait tout récemment un scanner à 1 500. Il dit allez demander le devis à l'hôpital.
Ils sont repartis à l'hôpital, ils ont demandé le devis. Ils ont fait le devis, ils sont revenus. C'était effectivement 8 000. Donc Roda a pris sur lui 5 000, il les a remis. Il a dit allez aussi à l'ambassade pour trouver le reste. Ils sont allés à l'ambassade, ils ont appelé, il n'y a pas eu de réponse. Donc ils sont revenus à l'hôpital, ils ont dit aux Marocains on ne peut pas payer les 8 000, mais on a 5 000. Même si on va faire le scanner avec les cabinets dehors, ils ont dit ok, on vous recommande vers un cabinet où vous pouvez payer 2 000. Ils sont allés, ils ont fait le scanner, effectivement ils ont vu, ils ont dit ce qu'on va faire, maintenant au lieu d'une intervention chirurgicale, on va faire de la chimiothérapie. Ils l'ont envoyé vers un pavillon qu'on appelle pavillon 14, ils sont allés là-bas, ceux-ci l'ont regardé, ils ont dit on va faire l'intervention le 12 juin, on va commencer la chimiothérapie le 12 juin. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes qui le laissaient dormir dans la cuisine, ils ont vu que sa situation s'est extrêmement dégradée, ils ont dit on ne peut pas garder ce monsieur-là ici, il faut l'envoyer à l'ambassade à Rabat. Peut-être eux, en attendant que l'intervention ne s'opère, peut-être que eux, ils pourront le garder, prendre un hôtel ou en tout cas trouver un cabinet médical où on peut l'aliter le temps que la chimiothérapie commence. Donc c'est ainsi monsieur Damani Keita qui depuis le départ avait accompagné le monsieur pour faire les examens. Donc ils avaient tous les papiers avec eux. C'est ainsi ils ont pris la voiture, ils sont partis à Rabat, à l'ambassade de la Guinée au Maroc. Lamine, ils sont arrivés, ils ont appelé, ils ont trouvé le vigile à la rentrée, ils ont dit c'est un compatriote, il est très malade. On est venu rencontrer les travailleurs de l'ambassade, notamment l'ambassadeur lui-même, M. Namori. Donc il a dit bon, ils se sont déplacés, on est en pause. Général Namori, il a dit ok, mais on va vous aider à rentrer. Le gardien a ouvert, parce qu'il ne voulait pas, au début il était réticent, mais ils ont mis la pression. Il est rentré, ils l'ont installé dans le jardin, c'est dans le jardin ils l'ont installé, ils ont déposé son sac et ses documents médicaux. Eux ils sont repartis. Entre-temps on les rappelle pour dire mais vous avez envoyé un malade ici, ne le laissez pas ici, revenez, vous le prenez, vous repartez avec lui. Non, on ne peut pas le garder ici. Ils ont dit c'est un compatriote guinéen. Nous on s'est mobilisé, la communauté, on s'est battu jusque là, aidez-nous, il n'a plus où dormir. Lamine, le vendredi on le laisse, le samedi matin vers 12h, l'ambassade sort le malade selon les témoignages, on le ramène à Raza dans le quartier et à 20h il arrive à Raza, on l'abandonne dans la rue. Incroyable. À côté des Sénégalais qui vendaient dans la rue, le malade est resté là-bas sous le froid. Il reste, après les Sénégalais l'ont regardé, ils ont dit mais nous on a fini nos ventes, il faut qu'on rentre. Où tu habites où tu vas passer la nuit? Le malade a dit je n'ai personne, je ne sais pas où aller, je n'ai personne. Et après ils ont rappelé, ils l'ont envoyé chez un autre Guinéen. Lui, il était au travail, il a dit ok, c'est un malade, d'accord, mettez-le dans mon salon, je vais le garder le samedi et dimanche, le lundi, ils vont l'envoyer à l'hôpital pour commencer la chimiothérapie. Il vient, il trouve la situation du malade, ce Guinéen dit je ne peux pas le garder chez moi. Il a fait descendre, il a appelé l'ambassade, il dit je ne peux pas. Sa situation, ses pieds ont commencé à s'enfler et on va voir les images tout à l'heure, il est redescendu. C'est là-bas, les Marocains sont venus aider ces Sénégalais. Ils l'ont pris à un chantier à côté. Ils sont allés l'aménager une place dans un chantier. C'est là ils l'ont laissé. Le lendemain, Damani Keita, voilà, vous avez vu sa situation. C'est là il a trouvé la mort. Dans ce chantier-là. Voilà le chantier. C'est impensable. Un Guinéen qu'on abandonne comme ça. Et il revient. On le met dans le chantier. Il passe la nuit là-bas. Le lendemain, on informe Damani Keita qu'on a ramené le malade. Il a dit mais on ne peut pas le ramener, on l'envoie à l'ambassade. L'ambassade l'a ramené. Il passe la journée du dimanche. Le soir on le ramène dans le chantier et trouve la mort la nuit. Le matin, les policiers marocains sont venus, ils ont constaté cette situation. Ils ont dit mais comment vous pouvez traiter votre compatriote de la sorte? Lamine, ce qui s'est passé. On voit à l'instant, c'est le corps. C'est le corps ça. Vous voyez là où il dormait dans un chantier. Un Guinéen. Bien. Vous avez vu ces images. Voilà. Vous avez vu ces images. Diba, on va aller sur le terrain. On a donc Tahirou Barry, il faut le rappeler, le directeur général des Guinéens de l'étranger. Il est en direct chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Les Grandes Gueules. Monsieur Barry, bonjour. Satiou. Bonjour. Voilà, bienvenue. Bonjour à vos milliers d'auditeurs. Bienvenue, mon cher Satiou, dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, il y a ce sujet qui défraie la chronique. On voit des vidéos qui circulent un peu partout, d'une boîte WhatsApp à une autre de Messenger, ou même sur Facebook. Un Guinéen abandonné, en tout cas c'est l'image qui est renvoyée, un Guinéen abandonné au Maroc, abandonné particulièrement par les autorités guinéennes de la place.
Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous en savez? Quel est le récit de cette histoire que vous tenez? Merci Tama, merci à vos milliers d'auditeurs. Je voudrais vraiment vous remercier encore une fois pour avoir pris votre temps pour éclairer l'opinion publique sur cette situation qui vraiment est à la une depuis 2 jours. Et je voudrais tout d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, présenter nos sincères condoléances à la famille éplorée et à tout le peuple de Guinée. Et vous dire effectivement que nous avons suivi ce processus depuis d'abord quand le monsieur était malade, jusqu'à ce qu'il décède et que, avec sa famille bien entendu ici, pour voir les dispositions pratiques sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le ministre, par rapport au processus devant aboutir à son enterrement selon la loi islamique. Mais nous avons été vraiment surpris de constater que les faits qu'on est en train de relater sont beaucoup plus contradictoires à la réalité du terrain. Parce que ce qu'il faut noter, comme les compatriotes l'ont dit eux-mêmes, effectivement, ils ont pris M. Mamadba Bangoura, ils l'ont amené à l'ambassade et ils l'ont abandonné là. C'est ça, c'est un aspect extrêmement important. Et moi, c'est eux-mêmes qui me... C'est qui est logique, évidemment, parce que c'est la représentation guinéenne quand même du côté du Maroc. Je vous permets, oui, évidemment. Oui, monsieur Satiu, vous savez que depuis le mois de Ramadan, ça fait 4 mois, depuis le mois de Ramadan, ces Guinéens se battaient pour trouver une solution à la situation de ce malade. Eux-mêmes, ils ont cotisé, ils ont trouvé des fonds, ils ont fait l'IRM, ils ont fait tout. Il avait tous les documents médicaux. Maintenant, il n'avait plus où dormir. On a dit, ramenez-le alors à l'ambassade pour qu'il trouve une solution, le temps qu'il commence la chimiothérapie la semaine suivante. Sauf qu'on le sort de l'ambassade, on le ramène dans la ville, dans la rue, et là, il trouve la mort dans un chantier. Est-ce que vous pensez que c'est cela aussi la diplomatie guinéenne? Je pense que nous allons accepter de s'écouter. Si vous voulez avoir vraiment les versions des faits. Oui, votre version. Voilà. C'est que, si vous permettez, quand vous, en tant que compatriote, vous avez un de vos collègues malade, votre devoir n'est pas seulement de le prendre là et aller l'abandonner n'importe où. C'est d'être avec lui jusqu'à ce que vous le transmettez. Monsieur Satiu, est-ce que vous entendez à dire de le déposer n'importe où? L'ambassade, ce n'est pas n'importe où, à ce que je sache, monsieur Barry. Je parle d'une manière générale. Je dis, si vous avez un malade dans vos mains, votre devoir, c'est de l'accompagner jusqu'à ce que vous le transmettiez à une autre main. C'est ça votre devoir. Ce n'est pas de le prendre là parce que c'est l'ambassade ou parce que c'est son papa ou sa maman. Vous l'abandonnez dehors sans savoir de quoi il souffre et quelle est la situation actuelle. Monsieur Barry, s'il vous plaît, quand vous parlez de main à une autre main, l'ambassade, c'est vrai que ceux qui l'ont amené à l'ambassade, ce ne sont pas ses frères. Mon cher Daouda, monsieur Barry n'a pas d'argument ce matin. C'est aussi simple que ça. Voilà, ce que j'écoute là, moi je suis très déçu parce que sincèrement, non, mais attendez. Vous n'allez pas dire que ces Guinéens n'ont rien fait. Diba a fait le récit tout à l'heure. Vous avez écouté. La mine, c'est ce que tu prétends, toi. Moi, je n'ai jamais dit que les Guinéens n'ont jamais fait. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous n'écoutez même pas. Mais on écoute très bien. Vous tournez autour du pot, ça fait 5 minutes. La mine, si vous voulez écouter, vous écoutez. Mais c'est ce qu'on fait là, M. Barry. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand le monsieur a été laissé là, l'ambassade ne lui a pas abandonné. L'ambassade lui a envoyé dans un centre hospitalier. Ah bon? C'est ce centre-là qui n'était pas spécialisé en la matière, qui a aujourd'hui demandé à l'ambassade de l'envoyer à un autre au niveau de l'hôpital Sidi Mohamed Ben Abda de Rabat. C'est là où il devait être le lundi matin. Et c'est en ce moment que l'ambassade, avec le Conseil de Guinée de l'étranger, ont recommandé ce monsieur à quelqu'un d'autre et en lui donnant les frais de prise en charge. C'est là où était le monsieur. Nous, déjà, des enquêtes sont ouvertes pour comprendre comment le monsieur qui était déjà logé dans une maison se retrouve dans un bâtiment non habité. Justement. C'est ce qui est en train d'être élucidé en ce moment. Et on a saisi les autorités compétentes sur instruction du ministre des Affaires étrangères. Nous sommes en train de voir comment le monsieur s'est retrouvé dehors. Et là, c'est une question qui nous préoccupe et à laquelle le ministère est en train de prendre le devant. Et ça, je voudrais être clair là-dessus. Bien. Auquel nous sommes intéressés depuis quand il était malade. Donc, M. Barry, ce que vous nous apprenez ce matin, c'est que le ministère des Affaires étrangères, à travers votre direction, a mobilisé des ressources
pour prendre en charge préliminairement ce monsieur. Est-ce que c'est cela? Écoutez, je ne parle pas que la direction ou le ministère ici a envoyé des ressources. Je ne l'ai pas dit. Vous ai dit que notre ambassade au Maroc a pris le monsieur en main et lui a envoyé à l'hôpital à travers notre consul même en personne. Ils l'ont envoyé à l'hôpital avec le président, M. Sidibé, le président du conseil de Guinée établi à l'étranger, et ils ont fait le premier traitement. On a même les factures. On a les factures avec nous. Les factures sont là. Si vous voulez, vous le passez, je vous les donne, les factures. Ça serait bien que vous nous envoyiez les factures là. Bah ouais, ça serait bien que vous nous envoyiez les factures. Je vous envoie ces factures. Je vous les envoie maintenant là sur WhatsApp si vous voulez. Voilà, envoyez-nous ça. Les factures. Ouais. Et ça, deuxièmement, c'est suite à cela, suite aux premiers soins, tenant compte de sa situation, de la maladie qu'il porte, il fallait le référer à un hôpital spécialisé. Et c'est dans ce cadre-là qu'il devait être le lundi matin au niveau de l'hôpital Ben Abdallah de Rabat. Et malheureusement, lundi matin, il est décédé. Ouais. Donc, je voudrais vous dire que toutes les dispositions ont été prises par le Conseil de Guinée, par l'ambassade, sur instruction du monsieur le ministre des Affaires étrangères. C'est ce qu'on va vérifier, M. Maria. C'est tout beau sous ça. Allez, on reviendra à 10h. Envoyez-nous les factures par WhatsApp. On reviendra à 10h pour continuer l'émission, mesdames et messieurs. Vous êtes chez les GG. Oui, les grandes gueules avec vous, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Merci à Mafata Sano, à Amadou Sow à la réalisation de cette émission. À Papoutou, l'homme de nuit, toute l'équipe du côté de la régie. L'actualité, évidemment, on s'y intéresse à l'affaire des pèlerins. Donc, retourner, remet l'organisation du Hajj dans le débat public. Chaque année, des Guinéens et Guinéennes donc, franchissent d'innombrables obstacles pour s'acquitter donc, de leurs obligations religieuses, entre tracas administratifs et les nombreux pièges donc, à sous par lesquels ils sont contraints à passer les fidèles musulmans, finissent par s'y perdre. Une somme d'expériences donc malencontreuses qui en appelle donc à l'État à travers le département des affaires religieuses. On essaie de comprendre ce matin, pédagogie donc du Hajj ce matin, avec Jean-Édouard Sagno, chef de cabinet du secrétariat général des affaires religieuses. Dans un instant, il prendra la parole chez nous sur Radio Espace Guinée. Allez, mon cher Ruby, on a écouté Monsieur Barry, le directeur donc de Guinée d'étrangers. On l'a écouté. Il était en direct avant la pause. Bien évidemment que je comprends l'émotion que cela peut susciter. La mort d'un Guinéen abandonné, c'est l'explication du camp du Maroc. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de vérités aussi qu'il ne faut pas occulter. Ouais. Il faut faire très attention parce qu'il y a plusieurs cas autour desquels il y a eu des tentatives de manipulation. Je ne veux pas parler de ce cas. Ouais. Je veux parler dans un cadre général. Global. Ouais. Parce que tout le monde est émotif, tout le monde est forcément touché. Évidemment, on parle de cas de mort là, mon cher ami. C'est parce qu'il est arrivé. Ouais. Il arrive que les Guinéens qui vivent à l'extérieur, Ouais. il arrive des moments où Ouais. eux-mêmes, entre eux, Ouais. manquent de l'entraide. Ouais. Eux-mêmes, entre eux, vivent dans un enclos. Eux-mêmes, entre eux, ne sont pas des gens forcément qui se reconnaissent du même pays. Bien. Et donc, quand une situation pareille tombe, il y a d'autres pays où les Guinéens sont plus organisés. Quand vous partez aux États-Unis, il y a l'association des Guinéens. Mais ça, c'est partout, hein, mon cher ami. Le malheur. Mis à part l'ambassade. Le malheur, c'est quoi? C'est que dans certains pays, ils sont organisés en région, en ethnie, en clan. Oui, c'est vrai. Bon, ça c'est un autre cas. Hein. Voilà. Bien. On va écouter Damani Keïta, si tu le veux bien. Hein. Après, il faut que je revienne. Hein. Oui, évidemment, mon cher Obi. Voilà. Ressortissant donc guinéen au Maroc. Il est en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules. Monsieur Keïta, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission Les GG. Allez-y. Alors, monsieur Damani, vous êtes celui-là et que vous êtes occupé de monsieur Mamadou Ba Bangoura. Malheureusement, il est décédé. Vous me laissez poser la question. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Faites-nous-en le récit. Ce qui est arrivé à ce monsieur. Bon, en fait, mes condoléances à tous les Guinéens et à tous les frères et sœurs qui sont décédés ici dans une situation inhumaine. Parce que là, c'est pas la première fois. On a beaucoup de jeunes qui sont morts ici dans la maison, sans l'aide de l'autorité guinéenne, de l'ambassade, rien, personne, sont décédés dans la maison sans rien.
C'est nous-mêmes qui s'occupons entre nous, bénévolement, et sans aucun soutien de l'ambassade, rien. On s'occupe de jusqu'à finalement l'intéressé rend l'âme. Bon, en fait, M. Bangoura là, c'est un monsieur que moi je voyais dans le quartier. Allô? Vous êtes à l'antenne, allez-y, monsieur. Allez-y. Allô? Allez-y, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui. Oui, j'ai dit, c'est un monsieur que moi je voyais dans le quartier. Et pour moi, c'est un Sénégalais. Parce que c'était quelqu'un qui travaillait dans les comment dirais-je, dans les maisons de construction. Oui, Diba nous a dit tout cela, parce que le problème, on a écouté tout à l'heure M. Barry qui était à l'antenne avant vous, le récit que Diba a apporté, parce que le monsieur disait tout à l'heure que c'est pas l'ambassade qui l'a mis dehors. Or, on nous apprend que l'ambassade même a payé les frais de clinique, c'est bien ça mon cher Tamba, où il a été, voilà. Donc, oui. Est-ce que vous avez cette information ou pas du tout, M. Keita? Bon, j'ai l'information claire, parce que le monsieur là, c'est moi qui me suis occupé de lui, moi et un frère Akena et Sandien. D'accord. Depuis le début de son maladie, jusqu'au moment qu'on a détecté qu'il avait cancer. D'accord. Alors, je vous pose une question simple. Alors, est-ce que vous connaissez Mohamed Bangoura? Mohamed Bangoura? Oui. Non, je ne le connais pas. C'est ici, c'est dans le quartier, moi je le voyais. C'est ça que je disais. C'est dans le quartier, moi je le voyais. Pour moi, c'est un Sénégalais. D'accord. D'accord. Qui m'ont amené son numéro, la photo, soit disant qu'il est grand. Il y a un Guinéen qui vieux père qui est malade. Quel vieux père? Alors, je veux quand même vous entendre réagir ici parce que j'ai sous la main une facture d'un établissement de l'hôpital Ibn Sina de Rabat. J'ai une facture qui nous a donc été envoyée à l'appui des déclarations du directeur général des Guinéens de l'étranger. Ces frais-là ont été payés justement lorsque M. Bangoura Mohamed était en train d'être enregistré aux urgences de l'hôpital des spécialités. J'ai même sous la main un compte-rendu de ses examens, notamment un l'hémogramme, la ligne plaquetaire et tout le reste qu'il y a derrière, comme preuve qu'il a vraiment, dans le diagnostic de sa maladie, donc une prise en charge. Frais, non, pas une prise en charge, mais le financement du diagnostic a été fait par l'ambassade de Guinée au Maroc. Est-ce que vous confirmez? Non, je ne confirme pas. Parce que cancer, on ne peut pas le détecter. Moi, c'est moi-même qui ai amené le malade. À 14h, on est rentré à l'ambassade à 14h. C'est moi-même, on lui a fait rentrer jusqu'à là où il fait réception pour les gens, quand on vient pour les rendez-vous. Allez, le micro n'est pas activé. Il y a des 16 là-bas. Le monsieur même, le portier nous a dit, on voulait le faire rentrer dans l'ambassade. Il nous a dit non, amenez-le là où les autres sont assis là. Attendez, moi je vais vous donner des dates et vous allez me dire à quel moment vous avez été en contact avec lui, parce que à la date du 2 juin 2023, c'est bien un document ça vient du royaume, vous voyez en en-tête, royaume du Maroc, ministère de la Santé, centre hospitalier Ibn Sina. C'est donc une fiche d'identification, une fiche d'accueil du monsieur. C'était le 2 juin. L'heure d'arrivée, c'était 22h38 dans ce centre. Vous nous dites que vous ne confirmez pas. Ça, c'était le vendredi. Le 2 juin, c'était le vendredi. Oui, mais c'est pas le jour qui m'intéresse, mais la date. Non, mais si c'était le vendredi, c'est parce que moi, l'ambassade, ils ont vu le malade là, c'était le vendredi. C'est moi-même qui l'ai amené à l'ambassade, le faire rentrer. Moi-même. À 14h. Le portier a appelé, il m'a dit, personne ne répond. Ce n'est pas 14h. Comme nous, on avait d'autres troupes. C'est 22h. On est rentré à l'ambassade à 14h. Ils ont des caméras. C'est 22h. Non. Monsieur Damani, je veux qu'on s'accorde. Est-ce qu'il est donc possible, à un certain moment,
qu'il ait pu y avoir une prise en charge dont vous n'avez pas été au courant? Parce que ça, c'est à 22h. Non. Bon, si c'est 22h, ça veut dire que c'était vendredi. La nuit de vendredi, c'est ce jour-là où nous, on l'a amené à l'ambassade. Donc, laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Si j'évolue, vous allez voir tous les détails qui a oui, mais je vous pose une question juste pour comprendre. Je dis, est-ce qu'à un certain moment, sur la base des documents que j'ai sous la main, est-ce qu'à un certain moment, il est possible que l'ambassade ait pu intervenir pour soutenir le monsieur auprès de cet hôpital sans que vous soyez au courant, sans que vous ayez été mis au courant? Non, je n'étais pas au courant. C'est vers 1h moins, on m'a appelé, Soumaoro. Il m'a appelé, il voulait amener le malade là, la nuit là même, à Casa. D'accord. Il m'a demandé s'il voulait amener le malade. J'ai dit, Soumaoro, moi, on m'a dit que vous l'avez hospitalisé dans une clinique. Et la nuit, la fois, il m'appelle pour dire que tu veux amener le malade à Casa. Il regarde, il est quelle heure? Hein? J'ai dit, en plus, le monsieur là, il n'a pas de maison ici. C'est un confrère qui le laissait dormir dans la cuisine. Dans la cuisine, ce n'est même pas dans la chambre ou ni salon, dans la cuisine, il dormait. Bien. J'ai dit donc, il n'a plus, moi j'ai tout fait parce qu'il devra commencer la chimio le 12 de ce mois, le mois de juin là. Alors, monsieur Damani, on va aller rapidement. Et vous dites qu'ils l'ont ramené. Et comment il s'est retrouvé alors dans le chantier? Comment il s'est retrouvé de Casa? Comment il s'est retrouvé dans le chantier? Comment ça s'est passé? Bon, c'est ça maintenant, moi je vais vous expliquer. De la façon dont il s'est retrouvé. C'est la base de commencer comme ça là. Il me rappelait qu'une heure moins, soi-disant qu'ils veulent amener à Casa. Moi je me suis opposé. J'ai dit non, il ne peut pas être ici. Moi, on m'a informé que vous l'avez hospitalisé. Et que toi, tu m'appelles une heure moins, que tu veux amener un malade à Casa la nuit. Le monsieur là n'a pas là où rester. Il a besoin d'être hospitalisé. Oui, mais comment il s'est retrouvé là, justement, monsieur? Il va rester. Il me dit, là, il va rester jusqu'à le samedi à 10h. L'ambassade va appeler à Ibou-Noros pour qu'il soit hospitalisé. J'ai dit, monsieur Soumaoro, au lieu de le faire venir à Casa, laissez dans une clinique, payez l'argent là. Le matin, vous le prenez dans une ambulance, vous l'amenez à Ibou-Noros directement parce que là-bas, il a un rendez-vous qui est prévu le 12. Vous allez lui aider pour qu'il soit hospitalisé. Bien. Merci. Moi, je n'ai pas accepté qu'on l'amène. Il m'a dit, ok, c'est bon. Voilà. Nous, on a resté dans ça. Merci beaucoup, M. Keita, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace. Les grandes gueules continuent sur Espace. Oui, tous les matins sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur nos antennes, mesdames et messieurs. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Farana sur 99.7. Non, Farana avec Bambou FM, évidemment, qui relaye cette émission, mesdames et messieurs. Notre invité est déjà dans ce studio, c'est bien sûr Jean-Édouard Sagno, chef de cabinet donc du secrétariat général des affaires religieuses. Il est avec nous dans cette émission ce matin. On va revenir dans un instant, évidemment, sur ce dossier. Allez-y, mon cher Tamba, on a écouté donc monsieur Keita. Alors, on a écouté Damani Keita, mais avant lui, il y avait Saïtiou Bari, qui est directeur général des Guinéens de l'étranger. Ma première réaction, c'est vraiment... les images sont intenables, il n'y a pas mille façons de l'exprimer. C'est peinant. C'est difficile de savoir qu'un homme ait pu finir son existence de cette façon, fut-il en dehors du territoire guinéen. Et dans les conditions qui nous sont décrites, c'est totalement inacceptable, tout simplement. L'ambassade aurait bien pu consentir un effort, même si c'était dans les locaux de l'ambassade, pour lui aménager un espace lui permettant d'attendre, c'est que 72 heures, pour attendre ce moment de rendez-vous. Ça, c'est une chose sur laquelle je ne veux même pas avoir de débat. Tous ceux qui viennent et qui voient l'homme, ils disent, mais je ne peux pas le prendre là chez moi. Il pourrait mourir demain. Il pourrait mourir après-demain. Je comprends bien les Guinéens qui disent, on ne peut pas le garder chez nous parce que s'il décède entre vos mains, vous faites comment ? Pour gérer la question éventuellement de l'enterrement, si ça doit se faire localement, vous faites comment
pour le ramener, si c'est ce qui doit être fait, il y a tout un tas d'équations qui font que les Guinéens ont pu décider de dire on ne le ferait pas. Ceci dit, tout en reconnaissant les efforts, parce que on ne va pas me raconter que c'est des chimères, ça. Ce sont des documents, c'est les en-têtes, les pieds de page, tout est institutionnel, ça renvoie à un hôpital de Rabat. Il y a eu des efforts avec des coûts, il y a des horaires, il y a des grandes gueules. Et il y a des signatures, il y a même des contacts pour qui veut le vérifier. Bien. À un moment, je pense que c'est clair que l'ambassade a dû se réveiller, sauf que le point déterminant, là où on l'attendait, c'était au niveau de est-ce qu'il faut le garder, est-ce qu'il ne faut pas le garder, la décision aurait dû être faite. Bien. Mais Lamine, moi je termine en quelques mots. Moi, être ambassadeur en Guinée, c'est le malheur que je ne vous souhaite pas. C'est vraiment le malheur que moi je ne vous souhaite pas. Même si c'est aux États-Unis. Bien. Non, Lamine, c'est important. Les ambassades sont souvent sollicitées par nos compatriotes. C'est de bonne guerre. Celui qui a un problème avec l'État, l'ambassade. Celui qui a un problème de papier, c'est l'ambassade. Ça va. Celui qui a un problème de rapatriement, de sécurité, de décès, de société, c'est l'ambassade. Pendant ce temps, on ne se pose même pas la question des dotations et des allocations sur telle ou telle ligne. C'est la même chose que les collectivités aujourd'hui. On dit occupez-vous de ça, mais le budget ne suit pas. Et quand vous, c'est pas dans un seul cas, mais les ambassades sont permanemment sollicitées. Face à un cas, ça peut aller. À 2 cas, ça peut aller. Mais au bout de 100 cas, vous vous dites, mais finalement, c'est soit l'ambassadeur qui va devoir en pâtir, ou que l'État assume ses responsabilités vis-à-vis des ambassades. Et j'ajoute, pour dire, le général qui est là-bas, Namori, on parle de lui, je ne le connais pas. Je n'ai même pas de raison de le défendre, mais je dis qu'il n'y a pas d'ambassadeur guinéen qui n'ait pas mis la main à sa poche pour subvenir aux besoins d'un compatriote. Il n'y en a pas. Ouais. Vous n'allez pas en trouver. Des situations comme ça, il mon faut cher que ami, l'État quand ça va pourvoie, pas, tu démissionnes. C'est aussi simple il que ça. faut que l'État pourvoie, Voilà. que l'État prenne ses responsabilités. J'ai bien compris. Parce que s'il n'y a pas de dotation, on ne va pas mettre sur le dos d'un ambassadeur la responsabilité d'un État qui a failli et qui ne prend pas ses responsabilités. Merci beaucoup, mon cher Samba. Il vous souviendra que Voilà. même comme le dit Chevènement, un ministre, soit tu fermes la gueule ou tu sautes. tu dégages. Voilà. Il vous souviendra que même dans le cas des Guinéens de l'Ukraine ou du tremblement de terre en Syrie, il a fallu que le président de la République lui-même prenne de l'argent sur sa poche pour permettre une prise en charge pour ces Guinéens qui vivent là-bas, pour qu'ils puissent rentrer. Mais l'autre question qu'on se pose sur ce cas spécifique, les dates, on est d'accord, hein, Tamba, 22h, etc. Sauf que le monsieur nous dit que lui, c'était à 14h. Et la prise en charge dont on parle est intervenue vers 22h. Ouais. Mais entre-temps, Ils l'ont ramené à l'ambassade à 14h. Ils l'ont déposé, ils sont répartis eux. Ouais. On les a rappelés à 19h pour dire revenez, vous le prenez, vous le ramenez parce que nous, on ne peut pas le garder ici. Bien. Des grandes gueules. Ils ont fait ces examens-là. Bien. Ils l'ont ramené maintenant à Raja. Est-ce que s'il y avait une prise en charge... Ils l'ont ramené. Est-ce que s'il y avait une prise en charge intégrale, parce que j'ai l'impression que l'hôpital lui-même l'a expulsé. Parce que peut-être il n'y avait pas de prise en charge. L'hôpital ne peut pas garder un malade sans avoir... C'est pas une prise en charge. C'est une facture. C'est des examens. C'est des examens. Donc, voilà. alors... D'accord. Ils l'ont ramené et il y a un Guinéen qui l'a trouvé chez lui. Il a des grandes gueules. Allez, on va...